pour votre part, Noël Mamère, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer en politique et de défendre et de choisir le Parti écologiste? Alors d'abord, je ne me suis pas engagé en politique. Comme vous l'avez souligné, j'ai été journaliste, mais ça ne m'empêchait pas de penser. Et donc j'ai eu la chance, parce que j'étais à l'université de Bordeaux, pour faire mes études de droit et de sciences politiques, de fréquenter, d'avoir un professeur, un homme qui commence à connaître aujourd'hui en France, mais qui est resté très longtemps dans l'oubli, parce qu'il a été un des premiers à porter une critique non marxiste de la société avec son compagnon de route, que je connaissais bien aussi, il s'appelait Jacques Ellul, et son compagnon de route s'appelait Bernard Charbonneau. Ellul a écrit en 1953 un texte majeur qui s'appelle La technique ou l'enjeu du siècle, dans lequel il nous expliquait que le progrès technique n'entraîne pas forcément le progrès humain, et que lorsque l'on ne contrôle pas le progrès technique, c'est-à-dire que la technique prend une certaine forme d'autonomie, alors le progrès technique peut se retourner contre le progrès humain et contribuer à réduire nos libertés et à nous avilir. D'autre part, il a été le premier qui a apporté aussi une critique très intéressante sur le caractère quasi religieux que l'on a donné à la technique. Il suffit pour s'en convaincre de regarder combien de prêtres et autres représentants des religions ont été convoqués pour bénir des innovations techniques considérées un petit peu comme une religion. Et Ellul a été méconnu totalement en France pendant de longues années, mais pas aux États-Unis, parce qu'il a rencontré Aldous Huxley, qui a traduit son livre La technique ou l'enjeu du siècle, et du coup Ellul est connu dans toutes les universités américaines, même les plus petites. Mais il était aussi un spécialiste des questions liées à ce qu'on pourrait appeler la propagande, puisqu'il a écrit un livre majeur qui s'appelle Propagande, au pluriel, qui est une analyse encore basée sur la technique, entre les techniques de propagande nazie et les techniques de propagande soviétique. Et il est aussi connu aux États-Unis pour ça. Donc j'ai beaucoup milité avec lui. Et avec Bernard Charbonneau, alors aujourd'hui Ellul est connu, un petit peu moins méconnu. Un journaliste du Canard enchaîné qui s'appelle Jean-Luc Porquet a été le premier à écrire un bouquin qui s'appelait Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu, à travers un certain nombre de chapitres qu'a abordé Ellul, qui par ailleurs était aussi un théologien protestant et qui a écrit autant de livres de théologie que de philosophie. Par contre, son compagnon de route, puisqu'on les appelait les personnalistes gascons avant qu'ils se séparent de Mounier, Bernard Charbonneau, lui, a consacré toute son œuvre à ce qu'il a appelé la grande mue, c'est-à-dire la grande mutation de la société, du passage de la société agro-pastorale à la société industrielle à travers des livres majeurs qu'on commence à découvrir aujourd'hui, comme La fin du paysage ou Triste campagne, ou Prométhée réenchaîné, qui est un très grand livre. Et voilà, c'est avec eux que je suis tombé, j'allais dire tout allié, dans l'écologie dans les années 70, et puis je me suis engagé ensuite politiquement, dans l'engagement politique partisan de l'écologie à la fin des années 80, 1989, quand j'ai été maire de Bègle, et en 90, quand j'ai créé Génération Écologie avec Brice Lalonde et Haroun Tazieff. Mais ça, si vous voulez, toutes ces années entre 70 et 90 n'ont pas empêché d'être écolo. Donc quand vous êtes journaliste, j'ai fait une émission qui était consacrée à l'écologie, c'était la première émission généraliste qui parlait d'environnement et de défense du consommateur, qui était une émission quotidienne sur Antenne 2 qui s'appelait C'est la vie, dans laquelle je faisais du journalisme militant, en fait. Et après la période où j'ai présenté le journal de 13 heures, on s'impose une obligation de réserve, et on peut militer, mais en ayant conscience qu'on s'adresse à l'ensemble des Français et qu'on doit les respecter en observant soi-même une certaine réserve. Et à partir d'un moment donné, j'ai considéré que j'avais plus envie de faire que de dire et de faire passer, et donc je me suis engagé dans la vie politique au nom de l'écologie. Voilà. Mais la famille à laquelle j'appartiens, donc, pour que vous connaissiez un petit peu d'où viennent les écologistes, et tu pourras le confirmer, il y a plusieurs écoles en fait dans l'écologie. Il y a une école qu'on va qualifier tu me démentiras si je me trompe. Il y a
une école qui a été initiée par quelqu'un qu'on connaît aujourd'hui, non pas pour ce qu'il a apporté à l'écologie, mais pour ce qu'il a il est considéré aujourd'hui comme le père de la désobéissance civile. C'est Henri David Thoreau, qui a écrit un livre très important pour les écologistes qui s'appelle Walden ou la vie dans les bois. Il a beaucoup influencé les Américains, la littérature, les native writers américains. D'ailleurs, le héros de Into the Wild, de Sean Penn, que vous avez peut-être vu, il lit le livre de Thoreau, La vie, Walden ou la vie dans les bois. Thoreau, il était avec un philosophe qui s'appelait Emerson, un adepte d'une philosophie qui s'appelait le transcendantalisme, c'est-à-dire une sorte de fusion de l'homme avec la nature, qui a donné, plus tard, des grands mouvements écolos, mais des mouvements de sanctuarisation. Or, l'école à laquelle j'appartiens, si on peut dire, qui est celle des Lull et de Charbonneau, celle aussi de Gortz, de personnalités très importantes, c'est l'idée de... c'est dire que la relation de l'homme à la nature a tous les jours été une relation conflictuelle. Que l'homme aujourd'hui, et que le problème de l'homme aujourd'hui, c'est pas de maîtriser la nature, mais le problème c'est la maîtrise de la maîtrise. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le complexe Gaïa ou tout ce que l'on peut lire, hériter de Lovelock et de tous ces penseurs américains. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut être très attentif à ça parce qu'on voit ressurgir ces différences, ces clivages entre ces écolos qui considèrent qu'il y a sur cette question de la maîtrise de la maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise de la technique, ça pose la question du numérique, du totalitarisme numérique, comme l'ont écrit certains auteurs très, très critiques. Je pense à un auteur qu'on connaît très peu et qui a écrit un très bon livre qui s'appelle La colonisation du monde, qui s'appelle Éric Salin, et qui porte un regard très critique sur ce que l'on croit être notre libérateur. C'est aussi toutes les réflexions que l'on peut avoir sur le transhumanisme qui prétend que la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, d'éthique et des sciences cognitives vont donner ce qu'on appelle l'homme augmenté, des recherches qui sont financées avec beaucoup d'argent par le patron de Google ou de Facebook, et qui sont d'ailleurs, ce que critiquait Ellul, qui prétendent nous libérer de nos nécessités, de notre pauvre condition humaine, prétendent nous libérer de la naissance, de la souffrance et de la mort, avec la cryogénie et toutes ces utopies, mais ce n'est qu'une utopie technicienne, qui en fait nous rend, j'allais dire, esclaves, pieds et poings liés à la technique, dans une sorte de servitude volontaire à laquelle nous allons en chantant, comme la servitude volontaire de la Boétie. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit bien conscient qu'il y a effectivement des composantes de l'écologie qui ne sont pas exactement les mêmes. Hein. Moi, je ne suis pas de cette écologie qui prône le retour à la nature et qui nous dit que la Terre ne ment pas, comme ça a pu être dit dans une période noire de notre histoire. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on soit bien conscient de ça. Et donc je terminerai en disant que nous sommes toujours menacés par toute forme de totalitarisme, y compris l'éco-totalitarisme. Et que si l'on veut se sortir de la situation dans laquelle on est, il faut cultiver la démocratie comme un joyau, parce que si nous ne le sortons pas par des moyens démocratiques et par consensus de la société, alors nous aurons droit à des régimes totalitaires, en tout cas peut-être des régimes de coercition et de contrainte. Regardez, déjà en Californie, on ne peut plus consommer autant d'eau que l'on veut, et c'est comme ça, mais il y a ce qu'on appelle des restrictions. Donc on peut vivre dans des sociétés où il y aura un contrôle. Quand vous vivez dans une économie de restriction, eh bien votre voisin est toujours enclin à dire que vous avez consommé plus d'eau que ce qui est prévu, et à vous dénoncer, et vous refaites le chemin de l'histoire.